Bonsoir très chers compatriotes gabonais. En vos rangs et qualités respectives, vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Berakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation de pouvoir. Vous voulez bien m'excuser pour ma voix rock, mais je suis convalescent. Le sujet qui défait la chronique aujourd'hui fait suite à l'élection de Wagné Pascal Ambouroué. Wagné Pascal Ambouroué qui était candidat à l'élection au bureau du conseil municipal de la commune de Port-Gentil. Wagné Ambouroué, ancien ministre du pétrole. Wagné Ambouroué, ancien ministre du tourisme. Wagné Ambouroué, ancien directeur général de la BVMAC. Fils d'une ancienne mairesse également de la commune de Port-Gentil, Madame Ambouroué, Marie, que je connais très bien. Cette dernière a fait bénéficier son fils de brillantes études obtenues dans les prestigieuses universités des pays industrialisés. Donc Wagné Ambouroué est un prototype parfait pour l'occupation de ce poste de maire de la commune de Port-Gentil. Malheureusement, ce dernier va être victime d'une cabale, d'une fronde de plusieurs courtisans intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets de la formation politique de Piscoto le Guingueman, c'est-à-dire l'Union démocratique des bâtisseurs. L'Union démocratique des bâtisseurs. Et le choix de celui-là qui va présider aux destinées de la commune de Port-Gentil va être porté sur Wagné Ambouroué. Wagné Ambouroué va donc se présenter à l'élection avec toutes les chances possibles puisqu'il est le candidat unique. Et un certain Lukaga, ancien ministre, ancien membre de l'Union du peuple gabonais, l'UPG, devenu bâtisseur par opportunisme et par mercantilisme. Ce dernier va participer à un scrutin dont les dispositions légales exigeaient un vote à bulletin secret, d'après les nouvelles dispositions de notre code électoral. Et paraît-il est le conseiller le plus âgé, vu le monocolarisme de cette candidature, va exhorter les conseillers d'aller vite. Et ils vont procéder à une élection à main levée. Une élection à main levée. Et pendant ce processus d'élection à main levée, le ministre Lukaga va également lever sa main pour participer à cette parodie électorale. Et à la fin, Wagné Ambouroué va être élu avec l'ensemble des membres du conseil municipal de Port-Gentil. Malheureusement, le ministre Lukaga, avec un esprit kleptomatique, avec un esprit vindicatif et voire même revanchard, va porter un recours auprès des administrations légales. Un recours qui va prospérer dès lors que les dispositions légales exigeaient un vote à bulletin secret. Un vote à bulletin secret dont lui-même il était participant au vote à main levée. Vous voyez un peu le machiavélisme de ces acteurs politiques, leur roublardise et méchanceté. Et le vote va être d'ailleurs annulé par le ministre de l'Intérieur qui suit l'actualité électorale avec une certaine ingéniosité. Et une fois l'élection de Wagné Ambouroué annulée, une cabale va s'en suivre sur la toile avec des accusations qu'il serait béninois, qu'il s'appellerait Kodjo et autres. Bon. Tout le monde connaît que Libreville est une ville libérée des esclaves. Tout le monde sait que Libreville aujourd'hui est une ville cosmopolite, y compris Port-Gentil, avec plusieurs brassages culturels
avec plusieurs métissages. Donc, Wanya Mbouré a représenté l'État gabonais à la BVMAC en sa qualité de directeur général. Il fut ministre du pétrole et autres. Donc, être le maire pour le gentil, comme le fils sa mère, en quoi cela générait certaines personnes. Mais des manipulateurs étaient à la manœuvre. Malheureusement, ils ne vont pas obtenir la tête de Wanya Mbouré. Et je l'avais déjà dit, que l'une des caractéristiques de Brice Koto Oligui Nguema, eh bien, c'est son intransigeance, que d'aucuns qualifient d'entêtement. Et plusieurs spéculations vont avoir cours. Malheureusement pour eux, Wanya Mbouré va être une fois de plus investi par l'Union démocratique des bâtisseurs, par le chef suprême des bâtisseurs, c'est-à-dire le grand architecte, le grand architecte, Brice Koto Oligui Nguema, le détenteur de toutes les prérogatives de puissance publique. Président de la République, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, garant des institutions, chef suprême des armées, vous pourriez lui donner tous les qualificatifs que vous voudrez bien lui donner. De toutes les façons, c'est le Manitou suprême. C'est le Manitou suprême. On l'appelle le grand bâtisseur, donc le grand architecte national du pays, Brice Koto Oligui Nguema. Et Wanya Mbouré va aller à l'élection, une fois de plus, sans adversaire, puisque c'est l'Union démocratique des bâtisseurs qui a le plus grand nombre de conseillers et autres avec ses alliés. Et là, Wanya Mbouré va être élu à bulletin secret à hauteur de 100%. 100%, hein, curieusement. On aurait pensé que le ministre Lukaga aurait pu voter contre, puisque c'est un bulletin secret. On n'aurait jamais su que c'est lui qui aurait voté contre. Mais ce vote de 100% est vraiment révélateur. C'est tellement de l'oppression dont certains membres sont victimes au niveau de l'Union démocratique des bâtiments, avec une capacité notoire d'exercer, d'exalter leur liberté comme David Mbelakou. Et c'est cela le comble des formations politiques. Voilà les individus qui se sont retrouvés dans un parti politique en pensant qu'ils allaient une fois de plus profiter de l'incrédulité spéculative de ces personnes pour atteindre leur nirvana politique, leur Kama Sutra. Malheureusement, eh bien, ces derniers vont jouer des rôles factices, c'est-à-dire des rôles de second plan. Et ils vont être des porte-fagots, des porteurs de valises comme nous l'avons fait dans un contexte particulier. Donc Wanya Mbouré a été bel et bien élu maire de la commune de Port-Gentil comme le fils sa mère Marie-Augustine Wanya Mbouré. Et quelques années plus tard va être débarqué par Maître Louis Agunjo Okawe qui va récupérer ce poste-là par une transaction électorale avec Omar Bongo Ondimba. Nous osons tout simplement croire que le sort ne sera pas le même pour notre brillantissime intellectuel financier Wanya Mbouré, et que je connais très bien, qui est un patriote assez brillant, ancien membre du Parti démocratique gabonais, d'ailleurs membre du haut politique, donc devenu aujourd'hui bâtisseur. Donc cet épisode s'achève très bien. Donc tous ceux qui ont mené cette cabale abjecte sauvage à l'endroit de Wanya Mbouré, eh bien malheureusement pour eux c'est une cabale qui n'a pas prospéré. C'est une cabale qui n'a pas prospéré, mais on peut tout de même relever dans cette cabale-là le rôle majeur qu'aurait joué le ministre Lukaga à travers une espèce de manipulation électoraliste, parce que je vous avais déjà parlé de la jurisprudence de Pierre Claver Mahanga Moussabou à l'époque, qui avait 9 conseillers municipaux, le PDG et l'ADER avaient 9 conseillers également, et il s'agissait de lire les deals de Mouila, et Mahanga va demander un bulletin, un vote à main levée. Et les partisans du Parti démocratique gabonais et ceux de l'ADER vont refuser le vote à main levée, mais pour privilégier le vote à bulletin secret. Alors que Mahanga Moussabou avait la majorité, c'est-à-dire 9 conseillers, sur 18, il lui manquait en fait un seul conseiller pour occuper cette prestigieuse fonction de maire. Et à l'époque, le gouverneur Koumba Souvi va également rentrer dans la danse en demandant aux conseillers de faire le choix du mode de scrutin. Et ces derniers vont faire le choix du mode de scrutin à travers le bulletin secret, et ils vont se retrouver avec un vote à bulletin secret de 10 contre 8
et Mahanga Moussavou va quitter la salle. Le Parti démocratique gabonais et l'ADER vont s'approprier justement la mairie de Mouila, au mépris d'ailleurs de celui qui aurait été victorieux avec 9 conseillers sur 18. Donc le vote à bulletin secret dans une élection des membres du bureau des conseils municipaux n'est pas utile. Ce n'est pas utile dès lors que le suffrage universel et direct s'est exprimé au profit d'un candidat, au profit d'une formation politique, au détriment d'autres formations politiques. Et le cas de Wanya Mbouré aurait fait école parce que nous avons vu également une autre entourloupe du côté de la commune de Bitam, où nous avons à l'époque le vénérable Ondomé Togo, qui avait la majorité des conseils municipaux, et malheureusement, le grand joueur de Songo, c'est-à-dire René de Mozobia, ce manipulateur-là, cet avatar gérontocrate, sans base législative, va faire Ondomé Togo une entourloupe, une pichenette qu'Ondomé Togo n'oubliera jamais. Avec la majorité absolue des conseils municipaux, Ondomé Togo va être battu à cause du bulletin secret. Donc même les membres du conseil municipal de Bitam, qui étaient des pédégistes, vont voter contre leur propre frère pédégiste. Et le PDG va intenter un recours en annulation et l'élection va bel et bien être annulée. Et la seconde reprise va faire en sorte qu'Indomezo ayant compris l'enjeu, sinon le choix du chef de l'État, qui était celui d'Ondomé Togo, va retirer sa candidature pour le second tour. Mais Omar Bongo, un débat très astucieux et toujours à la recherche de la paix, va attribuer René Ndomezo un autre poste de ministre, et c'est ainsi que Yogonza va se retrouver ministre au sein du gouvernement de la République. Je voudrais faire ce bref rappel des faits pour inviter les différents acteurs politiques étatiques à la vigilance la plus extrême. Le même cas vient de se poser du côté de Lebamba, où mon très cher oncle Nzegen Zondo, candidat au Sénat d'ailleurs, pressenti comme le président de notre haute chambre, c'est-à-dire le Sénat, va être battu à cause du vote à bulletin secret par celui-là qui n'avait même pas la majorité des conseillers municipaux et départementaux. Et c'est un goût amer, une victoire, une défaite que Nzegen Zondo ne va pas digérer d'ici les 6 prochaines années de la mandature du chef de l'État Brice Koté Oligui Nguema. J'ose tout simplement croire que le chef de l'État, grâce à son inclusivité, va une fois de plus se penser à Nzegen Zondo avec sa liste qui ont d'ailleurs obtenu le plus grand nombre de suffrages. Malheureusement, le sénateur est sorti du rang d'Alexandre Barreau-Chambrier grâce à une entourloupe, une pichenette électorale avec des espèces sonnantes et trébuchantes dont ils ont certainement eu à obtenir de la part non seulement des intrigants de l'Union démocratique des bâtisseurs associés à ceux des amis d'Alexandre Barreau-Chambrier. Et c'est bien dommage et regrettable parce que du côté de Lebamba, tout le monde sait qui est Nzegen Zondo à cause de toutes ces initiatives en faveur du développement de cette bourgade, cette circonscription administrative et territoriale frappée par une espèce de pauvreté ambiante avec une paupérisation des plus inimaginables. Et je vais passer directement au second sujet du jour, qui est celui de la grève de l'INFAS. La grève de l'INFAS. L'INFAS, qui est un établissement en face de l'hôpital général qui forme un certain nombre de compatriotes dans plusieurs métiers. Malheureusement, cette école est en proie à plusieurs difficultés. Des difficultés d'ordre organisationnel, mais également de gestion, de ressources financières, humaines et voire même techniques. Et le directeur de cet établissement doit aux étudiants 6 mois d'impayés de bourse. 6 mois d'impayés de bourse.
Voilà des individus qui nous ont promis une croissance de 7,9% à l'horizon 2026 et qui malheureusement, cette croissance-là n'est pas accompagnée des effets induits sur le poids d'achat des ménages, sur l'amélioration de leurs conditions de vie et existence. Et je l'avais relevé depuis longtemps que le vice-président de la République, Séraphin Moudounga, le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, n'était pas à la hauteur des attentes, des aspirations légitimes du peuple souverain. Que ces gens ont des diplômes, mais ce sont des diplômes obtenus hors des standards des véritables pays qui sont des pôles attractifs d'une certaine intellectualité. Vous ne pouvez pas être un docteur en sciences économiques et sociales, d'ailleurs sorti des écoles de Bretton Woods, des institutions financières internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Code de Paris et autres, et ne pas être capable de redresser l'économie d'un petit pays d'à peine 2 millions d'habitants. Donc Alexandre Barrot-Chambrier est un incapable. Et nous l'avons bien perçu depuis qu'il est là, à la tête de ce gouvernement. Eh bien, il n'y a rien. On assiste à une détérioration de l'architecture gouvernementale, avec les dysfonctionnements, une incapacité notoire du gouvernement de pouvoir juguler la crise sociale qui sévit dans notre pays. Là, vous avez cet établissement-là, dont les bourses ont disparu par on ne sait quelle extraordinarité, et ces étudiants-là sont obligés de faire grève. Parce que parmi ces étudiants, il y a des étudiants qui sont partis de Makoko, de Chibanga, de Mekambo, de Tchotanzala, de Yulo et autres, qui n'ont pas de parents à Libreville. Et ces hommes et ces femmes sont exposés à des vices, pour la simple raison que leur seule source de revenus est cette bourse. Mais dès lors qu'on leur prive de cette bourse, eh bien vous avez vite compris que ces gens-là, on veut les livrer justement à la vindicte de ces anthropophages politiques, ces mercantilistes épicuriens budgétivores, ces escrocs, ces avatars sans base législative qui ne comprennent rien des enjeux de développement de notre pays, mais qui malheureusement sont soutenus et encouragés par le détenteur exclusif actuel du pouvoir dont nous n'apprenons ailleurs, et qu'il va une fois de plus les ramener au sein d'une structure gouvernementale frappée de tétraplégies, de néplégies, d'égarements, d'aveuglement et de tourisme d'esprit. C'est vraiment dommage. C'est très dommage. Vous avez également la grève de l'USTM du côté de Massoukou. Massoukou, dont on a privilégié la construction d'ailleurs d'une foire pour pouvoir distraire les Gabonais, pour pouvoir les amener dans des activités festives, alors que les besoins primaires des Gabonais n'ont pas été satisfaits. C'est un cours également en économie. Pour tous les pays qui veulent se développer, on identifie 3 secteurs d'activité. Le secteur primaire qui doit être caractérisé par une agriculture extensive pour lutter contre les déficits alimentaires, les déséquilibres alimentaires, et c'est le cas qui avait été initié par Ali Bongo Ondimba à travers son projet Graines, à travers la recherche justement de la satisfaction d'un certain nombre de besoins primaires des populations. Ensuite, vous avez le secteur secondaire qui doit être caractérisé par l'industrialisation, sortie d'une économie de rente, une économie de vente des matières premières pour une économie de production. Et ensuite, vous avez le secteur tertiaire qui est celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers la numéralisation des savoirs et des connaissances. Malheureusement, ces gens ne comprennent pas grand-chose. Ils sautent le secteur primaire pour se retrouver déjà directement dans le secteur tertiaire. Et nous savons très bien que du côté du Haut-Ogooué, vous avez l'université des sciences et technologiques de Massoukou, vous avez également l'université des mines, donc vous avez des pôles d'excellence académique qui doivent être valorisés. Malheureusement, c'est le même atout qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coût. Les populations sont toujours victimes des mêmes égarements des pouvoirs publics. Voilà une ville qui doit former des véritables élites, des véritables intellectuels pour impulser une dynamique de développement de notre pays. Mais il n'y a rien. Voilà. L'université est en grève, et le campus est abandonné, fermé, sans compter la bibliothèque et autres restaurants. Donc c'est un véritable désordre. Et c'est pourquoi les universités au Gabon sont de véritables mouroirs.
des mouroirs d'intellectuels, des dépotoirs justement de l'élite de notre pays. Et ils veulent que le pays puisse marcher. Le pays ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous trouvez des maires sans papier, sans diplôme, vous trouvez les gens, ils n'ont pas les papiers. Hein? Certains sont des brouetiers, d'autres sont des commerçants, des vendeurs à la sauvette, des vendeurs de Moutouki, devenus comme ça par extraordinarité des maires, des députés, des sénateurs. Voilà, c'est comment se constitue le Gabon de la 5e République. Or, c'est l'élite qui est le véritable locomotivateur. C'est l'élite qui est celle qui impulse une dynamique. Et cette dynamique ne peut être profitable au plus grand nombre de personnes que par des investissements dans le domaine des compétences. Des investissements dans l'amélioration de ce qu'on appelle l'IDH, les indicateurs de développement humain. Améliorer la gouvernance politique étatique, améliorer l'espérance de vie des Gabonais, améliorer leur pouvoir d'achat, investir dans la recherche fondamentale, investir dans la recherche appliquée, investir dans le développement de compétences, dans les nouveaux procédés de production économique de notre pays. Mais bon, ces gens ne comprennent pas grand-chose. Et c'est pourquoi ils arrivent à négliger l'éducation. Ils arrivent à négliger les investissements universitaires et autres. Parce qu'un homme bien formé est un homme est libre. Lorsque vous êtes bien formé, vous avez un emploi bien rémunéré, vous êtes un homme libre. Vous voyez bien que les médecins n'ont pas la même pression que ceux qui n'ont pas de diplôme. Vous avez les avocats, vous avez les magistrats, ils vivent en parfaite liberté parce qu'ils ont des moyens de leur survie, ils ont des moyens de subsistance, ils ont leur cerveau qui fonctionne harmonieusement et ils peuvent avancer tranquillement vers leur trajectoire destinée. Là, vous avez également une autre grève au niveau de l'école du cadastre, où on m'a appelé pour couvrir également cette information. Là-bas également, ils sont à plusieurs argués de non-paiement de bourses. Voilà la 5e République, comme elle se caractérise aujourd'hui, avec un déséquilibre financier pratiquement observable dans tous les ministères, dans toutes les administrations publiques, avec une dégradation sans cesse continue du confort et bien-être des populations. Et pour un pays qui veut se développer, eh bien, eux, ils ont fait le choix de porter les effectifs du ministère justement de la Défense et de l'Intérieur, où les budgets ont été augmentés de manière vertigineuse. On ne sait quelle loi de programmation militaire dont on voudrait faire passer en priorité au détriment justement de l'éducation, de la santé, du confort et du bien-être des Gabonais. Donc vous allez voir davantage des forces de défense et de sécurité et aujourd'hui sont pratiquement au-delà des agents publics, donc des fonctionnaires. Les forces de défense et de sécurité aujourd'hui absorbent pratiquement près de 30 à 40% de notre revenu national. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, ils ont opté, je ne sais pas pour quelle sécurisation, nous sommes en guerre contre qui, Dieu seul sait. Donc au lieu d'investir dans les autoroutes de notre éducation, améliorer les indicateurs de santé, investir également pour transformer l'économie de notre pays. Non, eux, c'est certainement l'achat des armes, c'est le recrutement, une fois de plus, d'autres brebis égarées, des agents sans papier, sans diplôme, pour augmenter la masse salariale de notre système étatique avec de faibles perspectives de développement de notre pays. C'est dommage et c'est regrettable. Donc vous avez cette grève de l'INFAS, vous avez la grève de l'ISTM, vous avez la grève du cadastre, et vous avez encore d'autres grèves en gestation, toujours dans le secteur éducatif et universitaire. Il vous souviendra qu'il y a un passé relativement récent, les chefs d'établissements privés avaient attiré la sonnette d'alarme auprès de l'actuel ministre de l'économie, ministre du budget, ministre des participations, de la lutte contre la vie chère, actuellement intérimaire justement du vice-président du chef de gouvernement, en même temps président du conseil d'administration de BGFI, en même temps président du conseil d'administration de la BVMAC et autres. Donc Henri-Claude Ohima est le seul aujourd'hui qui arrive à cumuler des fonctions et des postes sans que cela gêne qui que ce soit. Il est en pleine flagrance justement de violation de notre loi fondamentale.
Mais comme c'est un extrémiste téqué, comme le dirait Bomengo, matricule 212 scandale à mort, eh bien, il n'est inquiété nullement. Et là, il occupe tous les segments de notre société. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, Henri-Claude Oyima, Dieu seul sait si ce n'est pas lui le président de la République du Gabon. Dès lors qu'il avait promis d'ailleurs abandonner son poste de directeur général, président du conseil d'administration de BGFI, qui est d'ailleurs englué dans des difficultés judiciaires avec un dépôt de 250 milliards identifié dans sa banque comme montant de la manne financière d'Ali Bongo Ondimba. BGFI qui a servi de base arrière pour protéger l'argent de ces malfaisants, ces malfaiteurs, ces budgétivores, sans base législative, qui ont détruit l'économie de tout un pays. Et vous avez pu écouter à travers le réquisitoire du ministère public auprès de la Cour spéciale de justice de répression des crimes économiques et financiers, qui le disait aisément que BGFI abritait 250 milliards de francs CFA d'Ali Bongo Ondimba, sans compter toutes les sommes qui ont été confisquées par le pouvoir public à l'endroit des tierces. Donc le Gabon, en réalité, n'a pas de problème d'argent. Le problème du Gabon, c'est la malgouvernance. C'est l'impunité, parce que certains des Gabonais ont développé le réflexe de l'impunité. Ce sont les intouchables. Ceux-là que je qualifie de bourgeois, de plutocrates pseudo-émergents, ceux-là que je qualifie d'aristocrates, et qui n'ont pour adversaire, pour ennemi, que les prolétariats que nous sommes, donc les fils des quartiers malfamés, ceux-là également qui font corps et âme avec leur propre esclavagisme négrier, dont ils en ont transformé en faire valoir en porteur de sac, en porteur de fagot. C'est bien dommage et regrettable. Donc les chefs d'établissement privés également, les établissements universitaires et autres, réclament à l'État le paiement de leurs dettes. C'est la dette intérieure qui doit susciter l'intérêt du pouvoir public. Malheureusement, Henri-Claude Oyima n'est pas préoccupé par le paiement de la dette intérieure pour relancer la croissance économique interne et créer la richesse pour que les Gabonais puissent vivre de manière décente. Malheureusement, vous connaissez le rôle des banquiers, ces épicuriens, ces phalangistes, ces monétaristes ont un seul objectif, c'est maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. Donc c'est le profit pour le profit, c'est en cela que ce sont des véritables capitalistes sauvages. Des capitalistes sauvages et primitifs. Parce qu'ils ont mis l'argent au cœur de tout. Voilà, et ils ne réfléchissent qu'en termes d'argent. Donc, quand vous n'avez pas d'argent comme David Nibakoma, eh bien, vous n'êtes rien dans leur société. C'est une société de matérialistes, une société justement des fils d'Iram, des fils de la veuve. Hein? Ceux qui connaissent ce que c'est que le conseil des bâtisseurs savent qui on appelle Iram, savent qui on appelle la veuve. Ils le savent très bien. Donc, les chefs d'établissement des universités comme le professeur Idiata, des lycées et collèges comme Jean-Boniface Assélé et autres, Marie-Madeleine Bourancho, réclament à l'État le paiement de sa dette intérieure pour pouvoir relancer leurs activités. Et ces entreprises universitaires aujourd'hui sont en difficulté. Elles courent le risque d'une faillite. Elles courent le risque d'une faillite. Une faillite financière qui va s'accélérer avec une faillite morale, avec un déficit intellectuel, une atrophie de leurs fibres neurolytiques, mais également une désorganisation de leur système psychiatrique. Parce que si vous n'avez pas fait de bonnes études, il y a de fortes chances que vous vous retrouvez dans ces cavernes de l'obscurantisme où on exalte les cathédrales de la souffrance et de la soumission. Une soumission abjecte et sauvage, où vous serez capable d'accomplir toutes les basses besognes, y compris même pour assouvir leur bestial libido. Et ma très chère sœur,
secrétaire général du Parti démocratique gabonais, ne dira pas le contraire de ce que dit David Mbakuma. À travers ses propos, Angélique Ngoma a rejoint David Mbakuma. Angélique Ngoma, et qui aujourd'hui a rejoint le groupe des non-alignés, quand bien même elle est du Parti démocratique. Elle le dit clairement et aisément, sans aucune forme de retenue, que nous sommes dans une 5e République avec un véritable recul démocratique. Un recul démocratique. Et ce recul démocratique est d'autant plus marqué par une chambre bicamérale monocolore. Monocolore, donc une seule couleur. Et cette seule couleur-là est à l'image d'une brique que d'aucuns ont appelée bâtisseur. Mais ma très chère grande sœur Angélique Ngoma paye le prix de sa collision avec l'Union démocratique des bâtisseurs. Paye le prix de l'absence de clarté du Parti démocratique gabonais qui accompagnait l'Union démocratique des bâtisseurs dans toutes ces frasques illusoires au point justement d'être rejeté par les populations gabonaises. Et aujourd'hui, le PDG paie le prix fort de sa collusion avec le détenteur exclusif actuel du pouvoir totalitaire. Et c'est dommage, c'est regrettable. La démocratie gabonaise, qui était quand même à un certain stade évolutif aujourd'hui, est dans un stade de plus précaire, un stade primitif, paléolithique. Et c'est bien triste, c'est dommage et c'est regrettable. Le Parti démocratique gabonais, qui avait cette capacité de mutabilité, cette ingéniosité de pouvoir faire bonne figure pendant un scrutin âprement discuté, a plutôt servi d'accompagnement à l'Union démocratique des bâtisseurs. Et lorsque vous voyez la configuration, la philosophie, la physiologie, ou d'ailleurs même la philosophie de l'Union démocratique des bâtisseurs, eh bien, c'est le PDG en miniature. Mais un PDG en miniature, mais mal organisé. Il n'y a pas de démocratie à l'Union démocratique des bâtisseurs. Il n'y a pas de démocratie. Même une simple règle de primaire pour le choix des candidats, ils n'en étaient pas capables. Pire encore, dans le choix de ceux-là qui doivent présider les destinées de notre pays durant les 5 années à venir. On leur a imposé des députés, on leur a imposé des sénateurs, on leur a imposé des maires, et tout leur est imposé là-bas à l'Union démocratique des bâtisseurs. C'est pourquoi j'ai dit à qui veut l'entendre que même dans les rêves les plus fous, moi, David Mbakuma, je ne serai jamais un bâtisseur, jamais de la vie. Je suis bien au contraire la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle. Un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. On le prend ça. Et pendant que tout le monde va se retrouver dans ce monde uniformisé, dans ce monde conformisé, standardisé par une philosophie macabre basée sur le monolithisme abject sauvage, moi, David Mbakuma, je serai de l'autre côté du bord. Je serai de l'autre côté du bord. Parce que hors de question pour moi d'accepter un retour en arrière. Un retour au parti unique. C'est une situation des plus inacceptables. Et tout le monde est allé à la soupe. Et le pays est abandonné comme ça. La démocratie est en train de mourir d'elle-même. En train de mourir d'asphyxie, d'atomie, d'apathie. Et avec de faibles résultats. Le Gabon, autrefois envié à cause de la multipolarité de son espace géopolitique et stratégique, n'est aujourd'hui que l'ombre d'un mouroir. L'ombre d'un mouroir. Et le peuple attend, il observe, jusqu'à ce que la providence divine bienheureuse, bien généreuse, du Gabon puisse arriver à une intervention chirurgicale. Parce que la Bible dit, Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Comment est-ce qu'un bureau de l'Assemblée de la 5e République peut être constitué que des membres de l'Union démocratique des bâtisseurs? Or, le principe de l'élection à la proportionnelle avait pour viser justement d'arriver à une
participation plus active de l'ensemble des contingences politiques. À savoir que le bureau de l'Assemblée nationale aurait dû être multicolore, dès lors que nous avons tout de même quelques groupes parlementaires qui se sont dégagés. Plus le groupe également des indépendants. Vous avez le Parti démocratique gabonais qui est le deuxième groupe parlementaire après l'Union démocratique des bâtisseurs. Vous avez, je crois, également le Parti des Gervais, Onyan et autres. Donc, il y a au moins 5 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Mais comment justifier que parmi ces 5 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, qu'on ne retrouve pas un seul vice-président d'un groupe parlementaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale? Même un simple questeur, aucun. Et l'UDB a tout, s'est accaparé de tout. Les mêmes membres de l'UDB, certains d'ailleurs pédégistes invétérés, déloyaux et autres, se réjouissent aujourd'hui d'avoir une chambre monocolore. C'est quand même triste. Je ne comprends pas la psychologie ou bien la psychiatrie de toutes ces personnes-là qui veulent en réalité emprisonner Brice Kotori dans un engrenage. Et je vous le dis, le chef d'État ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas, ce n'est pas possible de s'en sortir dans cet univers carcéral. Il est prisonnier au même titre que le fut Omar Bongo Dima, prisonnier au même titre que le fut Ali Bongo Dima, et avec une impossibilité pour lui d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir agir. Et là, les gens attendent la constitution du bureau du Sénat et ensuite la constitution du gouvernement. Mais vous voyez bien déjà l'image que le chef d'État arrive à véhiculer au sein d'une certaine opinion. J'ai cru devoir entendre que le carrefour à Wenje a été baptisé Marcel Éloi Rangdi Chambrier. Marcel Éloi Rangdi Chambrier qui habite en réalité dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, qui a également sa clinique, la clinique Chambrier dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, la Montagne Sainte. La clinique qui porte déjà son nom, presque le nom du quartier, puisque personne ne peut ignorer là où se trouve la clinique Chambrier. Donc il a déjà son idole de Carrefour qui est là à la clinique. Voilà qu'on lui attribue une autre idole de Carrefour, mais le Carrefour à Wenje. Un Carrefour mythique qui était d'ailleurs le symbole d'affirmation d'une certaine opposition, c'est-à-dire l'UPG, l'Union du peuple gabonais. On aurait pu ériger une stèle là en mémoire également de Pierre Mamboundou, pourquoi pas. Mais malheureusement, on veut savourer les mêmes personnes. Des personnes indigestes, des personnes infectes. Des personnes dont le peuple n'a même pas un sentiment d'apathie ou quoi. Il n'y a rien. Le peuple n'a que des dégoûts pour ces gens. Il fallait des gens, même dans leur tombeau, ils arrivent à régner. Ils arrivent à régner. Même dans l'au-delà. On ne sait quel genre de service ces gens-là ont rendu au peuple souverain qui continue à vivre dans la misère, dans la pauvreté la plus inimaginable. Un peuple avec autant de cours d'eau, mais dont on n'est pas capable d'abreuver. Lorsque vous regardez l'eau de la SCG, c'est vraiment triste. C'est un cours de CP1. L'eau doit être incolore, inodore et indolore. Mais regardez l'eau de la SCG. J'ai pitié de mes enfants lorsque je leur vois boire l'eau sale, l'eau boueuse de la SCG. C'est pour avoir quoi? Si ce n'est des calcaires, si c'est avoir des maladies, machin. Et on nous amène un chef d'État français qui est accueilli à haute pompe avec fanfare et trompette, et il continue à garder le monopole, l'exclusivité de l'exploitation de l'eau et de l'électricité. Et pour un service de qualité médiocre. Et là, dans leur loi des finances savamment conçue pour spolier une fois de plus le peuple souverain, ils ont augmenté de 9% la taxe sur l'eau. La taxe sur l'eau. Donc, vous n'avez pas droit à un service de qualité en matière d'eau et d'électricité, mais on vous augmente encore l'achat. Toutes les fois que vous payerez un ticket d'âne, eh bien, vous perdrez 9%. Vous payerez 9%. C'est incroyable, c'est impensable. Et au-delà de ces 9%, vous avez encore une autre taxe, qui est celle de l'insalubrité. Toutes les fois que vous payerez un ticket d'âne, vous avez encore une autre taxe,
sur la lutte contre l'insalubrité. Mais regardez toutes nos villes et villages, toutes nos rues. Elles sont jonchées d'ordures ménagères. C'est l'arrivée du chef de l'État Macron qui a permis qu'on sorte les agents du génie militaire pour pouvoir procéder à quelques opérations de charme, pour faire croire à la France métropolitaine que le Gabon respire quand même une aire de propreté, quand bien même c'est plutôt l'odeur des égouts de la baie de cochon, au boniche en putréfaction. Ah, ils sont là, toujours dans le superficiel. Voilà, il faut faire semblant. Il faut faire semblant. Et là, ils vont manger encore une autre taxe en matière de lutte contre l'insalubrité auprès des ménages, auprès des entités productives, des unités productives, auprès des agents publics, mais pour un service médiocre. J'avais ouï dire que le chef d'État avait payé même les engins dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et les engins ont disparu entre Mekambo, Ndangui, Keshipou et autres. Dieu seul sait là où ces engins-là se retrouvent. Et je vous informe que le Gabon a perdu une fois de plus le procès contre cette société de lutte contre l'insalubrité. Et le tribunal de Paris somme l'État gabonais de payer 20 milliards de francs CFA à la société Veolia, je crois. Non, pas Veolia, la société de lutte contre l'insalubrité, dont l'État gabonais avait rompu de manière unilatérale le contrat. Donc l'État va payer 20 milliards de francs CFA parce que sa requête a été déboutée à la Cour d'appel de Paris. Donc voilà comment l'État va se débrouiller à payer 20 milliards de francs CFA à cette entreprise, et c'est une décision sans appel. C'est une décision sans appel. Parce qu'elle a franchi déjà le 2e degré de juridiction. Avec un résultat mitigé. Et dès lors que la Cour d'appel de Paris a rejeté la requête, eh bien, l'État gabonais va être sommé de payer les 20 milliards à cette entité qui était en charge de la gestion des ordures ménagères. Donc ce qu'ils ont pris au Gabonais à gauche est récupéré à droite par une autre firme internationale. C'est bien triste et c'est dommage. Vous avez également un autre point que je voudrais intervenir sur lequel, c'est la question de l'intérim gouvernemental. L'intérim gouvernemental. Et lorsque vous arrivez à bien observer le pays, eh bien c'est la première fois en 60 ans que nous arrivons à presque un tel blocage institutionnel. Un gouvernement démembré, décapité, un gouvernement avec un faible effectif, mais qui continue à attendre la composition du bureau du Sénat pour pouvoir récupérer ses copains consanguins qui constitueront la prochaine architecture gouvernementale. Nous ne savons trop pourquoi est-ce que Brice Oligui Nguema se rechigne à ne pas rendre publique une nouvelle architecturation gouvernementale pour que les questions de Gabonais puissent être abordées avec efficacité, avec rationalité, avec efficience. L'efficience. Mais on bloque tout un État parce que les copains ne sont pas encore casés. Là, ils ont cru être casés au niveau du bureau de l'Assemblée pour être vice-président, pour être questeur et autres. Là, ils n'y sont pas. On espère le voir maintenant au niveau du Sénat, qui est la haute chambre. Au-delà de ne pas être dans la haute chambre du Sénat, on va les ramener au gouvernement. Donc les mêmes bouilles, les mêmes personnages sont en train de préparer leur entrée au gouvernement futur. Et pour cela, on préfère bloquer l'appareil gouvernemental. On bloque l'appareil gouvernemental. Et Henri-Claude Oyima, qui est déjà saturé par un volume d'emploi, un volume excessif d'emploi, comme s'il pouvait se multiplier en 50, en 100, en 200, en assumant toutes ses prérogatives.
C'est pas croyable. C'est vraiment impensable. Ministre de l'économie, du budget, des participations, de la lutte contre la vie chère. Et quoi encore? 5 portefeuilles, une seule personne. Avec ces 5 portefeuilles, on ajoute encore le président du conseil d'administration de BGFI. BGFI, une banque qui fait dans le blanchiment des capitaux, dans la construction, dans la protection des associations de malfaiteurs par bande organisée. Une banque qui protège les voleurs, les gangsters, les brigands économiques et financiers, les budgétivores qui détruisent l'économie de notre pays. C'est lui qui en est propriétaire. Et il était cité dans les procès. Au lieu d'amener au cours de ce procès, non. On a rendu d'abord des décisions de justice et après, nous faire quoi qu'on va les interpeller pour venir à je ne sais quel autre procès. Dès lors que le procès s'est achevé, avec les condamnations. Bon. Et je vois les gens jaser sur la toile. Oh non, on va voir un peu ce qu'Alain Claude Bebinze va devenir parce que quoi, on l'aurait convoqué. Mais vous êtes stupide. Je ne sais pas comment vous réfléchissez dans ce pays-là. Quelqu'un est cité à témoin dans une procédure qui s'est achevée. Bon, ces gens-là vont aller au tribunal, c'est pour faire quoi? Et ils vont aller être entendus, c'est pour faire quoi? La décision de justice a déjà été rendue. Ou bien ils sont engagés dans un autre procès. Au lieu de vous demander là où se trouvent nos 2 autres frères, nos 2 anciens ministres, l'ancien ministre des Travaux publics et l'ancien ministre du pétrole, Massassa et Balonji. Non, leur sort ne vous intéresse pas et c'est vous qui parlez de la justice. Nous avons 2 compatriotes qui ont disparu des radars, on ne sait pas où là ils sont. Est-ce qu'ils sont en prison? Est-ce qu'ils sont également au sous-sol du palais comme les autres? Dieu seul sait. Est-ce qu'ils ont été exfiltrés? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce que... Non, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, ce sont des débats de clochettes, des débats de picadilles, des débats qui n'ont pas de sens et des débats de personnes. C'est quand même incroyable. Comment les gens peuvent manquer de bon sens? C'est la chose au monde la mieux partagée, disait René Descartes. Le bon sens ou la raison. Mais vous êtes toujours des êtres déraisonnables, des êtres irrésolument irréfléchis, des gens qui ne comprennent rien de ce que c'est qu'un système étatique. Vous pensez que nous sommes dans des espèces de systèmes de patrimonialisation ou bien des systèmes de personnification et de personnalisation du pouvoir? Vous êtes encore dans l'autocratisme du pouvoir alors que les autres parlent de démocratisation de l'État. Les gens parlent d'une gestion participative du pouvoir. Vous êtes dans une gestion autocratique du pouvoir. Mais ça ne vous va pas. Vous ne comprenez pas grand-chose. Non. Il y a l'école des adultes. Il y a plein de centres de formation là. Mais allez faire des formations. Il y a les universités privées là. Allez vous former. Toute une vie, vous allez seulement porter des valises, des gens comme ça, à réfléchir maladroitement, à être des êtres mécanisés. C'est pas quoi. C'est impensable. Les voilà, ils étaient en train de se réjouir il n'y a pas longtemps. Ils ont entraîné une sénatrice élue à la direction générale des recherches. Et elle était en phase d'aller se retrouver devant le procureur de la République. Et certainement j'étais en prison. Vous voyez des gens comme ça? Une sénatrice élue, la Cour constitutionnelle a déjà validé son élection. Mais ils nous disent que non, elle n'est toujours pas sénatrice parce que quoi? Le Sénat ne sait pas encore, n'a pas encore fait sa première sortie. Vous voyez des gens comme des individus comme ça. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Elles ont l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire le caractère exécutoire, l'exécutabilité. Cette dame est bel et bien sénatrice, elle a déjà été élue. Dès qu'elle est sénatrice, elle a l'humilité pénale, elle a l'humilité juridictionnelle. Vous l'amenez dans le commissariat pour faire quoi? Vous l'amenez dans le commissariat pour faire quoi? Son humilité n'a pas été élevée. Vous l'amenez dans le commissariat parce qu'elle doit quelqu'un, mais il y a déjà les garanties de représentation qui sont là. Elle est sénatrice, elle ne va pas quitter le pays, elle ne peut pas fuir. En sa qualité de sénatrice, elle a déjà un pouvoir d'achat quand même assez élevé. Elle a de l'argent, elle a ses fonds de souveraineté qui se chiffrent à plus de 10 millions de francs CFA par an. Donc même si elle a des dettes de 50 millions, elle peut prendre un crédit de 30, 40, 50 millions et puis elle paye ses dettes et s'en faucher.
Mais qui va payer toutes ces atteintes à l'honneur? Les atteintes à sa dignité. Le droit à son image, vous avez galvanisé